Salut les parents voyageurs, c'est Floriane. Dans cette série de podcasts sous forme de capsules audio, je vais vous parler de notre tour du monde. Un petit format qui me permet de chroniquer la préparation de notre grand voyage prévu à l'été 2024. Vous saurez tout de la préparation d'un tel projet, les différentes étapes par lesquelles on passe, les doutes, les galères, les questions. L'idée est de lever le voile sur les coulisses d'un tour du monde en famille et de partager notre expérience. Venez, je vous emmène. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle capsule, déjà la numéro 9, au sujet des préparatifs de notre tour du monde. Ça se précise. Bon alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous remercier pour vos retours suite aux 2 dernières capsules, depuis lesquelles j'ai quand même pas mal d'échanges avec vous et c'est hyper enrichissant franchement pour moi, pour notre famille. Forcément parce que du coup vous nous donnez plein d'idées, des conseils, des astuces. Donc c'est vraiment top. Il y a quelque chose quand même qui me fait assez rigoler, c'est que vous êtes plusieurs à m'avoir dit que ma dernière capsule surtout vous rassurait. Et alors finalement je ne sais pas comment je dois le prendre. Est-ce que c'est positif d'aider des gens ? Et je pense que c'est pour ça que je fais aussi ces capsules, donc on va dire que oui. Et ça rétablit un petit peu la vérité en fait, parce que c'est vrai que si on prend les témoignages sur les réseaux, par exemple, c'est toujours ultra positif, tout se passe toujours très bien, etc. Et c'est des endroits où on voit un petit peu moins quand même les galères, les doutes, les questionnements et tout ça. Ou alors est-ce que je dois un peu m'inquiéter de ces retours de vous tous qui me dites que ça vous rassure de m'écouter, parce qu'en fait on est tellement à la bourre qu'en fait il y a personne qui est pire que nous. Je ne sais pas trop. Mais bon, on va dire que c'est pour le côté positif. Juste pour revenir sur les réseaux sociaux où on ne voit souvent que le beau, etc., je vous invite très chaleureusement à écouter le dernier épisode de podcast, cette fois-ci où j'ai interviewé Rose de Bibi Family Trip, précisément sur le sujet d'Instagram, comment on l'utilise quand on est une famille voyageuse, pourquoi on partage, qu'est-ce qu'on partage, comment, qu'est-ce qu'on vient y chercher en tant qu'utilisateur, etc. Vous pouvez écouter. Cet épisode est disponible sur toutes les plateformes, sur le blog de Parents Voyageurs, donc n'hésitez pas. Mais sinon, dans tous les messages que j'ai reçus quand même suite à la dernière capsule, mais vous aussi, vous me rassurez, je dois dire, parce que dans tous les couples, en fait, il y a des divergences, il y a des différences de tempo et tout ça, il n'y a pas que chez nous. Et donc, ça fait toujours du bien de l'entendre aussi. De ce point de vue-là, au niveau familial, on va dire, on a un peu progressé quand même dans notre répartition des tâches. Donc officiellement, je suis chargée de vider la maison et officiellement, j'ai chargé mon mari de s'occuper du jardin, un peu les travaux, tout ça. On a un grand terrain, le printemps est toujours une période assez chargée de remise en état. Donc le printemps... c'est en juin, cette année. C'est assez court, on dirait. Bref, en tout cas, il y a pas mal de boulot. Et donc voilà, pendant que je m'occupe de faire des cartons, de trier, de vider, il s'occupe du jardin. C'est pas mal. Pour ce qui est des cartons, je me suis enfin attaquée à mon atelier et j'ai commencé par un paquet de bazar là que je ne savais pas trop bien par quel bout le prendre. Et je suis très heureuse que ça soit fait. Ça fait un peu de vide et maintenant, ça y est, c'est parti. J'ai commencé à vider des placards. J'avoue, pour l'atelier, je fais moins de tri parce que j'ai l'impression que tout est utile, etc. Enfin bref, je suis assez attachée à tous mes papiers, les tissus, même si je ne coupe pas beaucoup. J'ai du mal à m'en séparer, mais en tout cas, c'est organisé et ça commence à être rangé et à être mis en carton et donc dans notre grenier, donc c'est pas mal. Suite à une question que j'ai reçue sur Instagram, je voulais vous faire un petit point sur l'équipement informatique. Je crois pas que j'en ai vraiment parlé dans ses grandes largeurs et c'est un sujet qui est pour nous assez clair depuis pas mal de temps, l'air de rien. Donc voilà, je peux vous partager un petit peu l'équipement avec lequel nous allons partir. Donc on va partir avec 2 ordi portables. Honnêtement, ça ne nous réjouit pas plus que ça de devoir en prendre 2, mais vu que je vais continuer à vous écrire des super articles pour le blog de Parents Voyageurs, ça nous semble quand même plus confortable d'en avoir un autre à disposition pour le reste de la famille quand moi je serai en train de travailler. En fait, on a un ordi familial qui est très léger, il fait 1,5 kg chargeur inclus, et on l'avait acheté à l'époque en 2017, précisément sur le critère du poids. Enfin, c'était pas le seul critère, mais c'était quand même un critère important. On l'avait acheté avant notre voyage de 2 mois en Océanie. Et franchement, on est 7 ans plus tard, l'ordi tient toujours la route, donc on avait bien choisi. Et donc c'est évident pour nous de prendre celui-ci. Et puis on en a un autre qui est un peu moins léger. Il fait 1,9 kg, chargeur inclus. Mais on s'est dit que, franchement, comme on a un ordi qui est très bien,
le gain de poids de probablement 400 ou peut-être 500 grammes ne vaut pas la dépense d'un nouvel ordinateur portable. C'est un peu un non-sens. Donc voilà, on partira avec ces 2 ordis, quand même 3,4 kg d'équipement de ce point de vue-là. Les enfants auront chacun leur tablette. Donc c'est celle qu'on avait achetée là en février avant notre départ pour l'Égypte, qu'ils ont testé pendant ce voyage-là et qu'ils continuent d'utiliser plus ou moins occasionnellement. L'objectif avec ces 2 tablettes, c'est donc la lecture pour eux parce qu'ils lisent beaucoup et l'école. On va avoir nos 2 smartphones. Les enfants n'ont pas de téléphone encore et on va pas en prendre spécialement pour le voyage. Donc on aura 2 smartphones qui nous serviront d'appareil photo. J'ai décidé de ne pas prendre d'appareil photo supplémentaire parce que mon téléphone répond à nos besoins. Je suis peut-être un tout petit peu triste, peut-être sur le zoom à certains moments, peut-être où on sera dans des conditions pour voir des animaux, etc. C'est peut-être sympa d'avoir un bon zoom, mais bon, j'ai testé il n'y a pas si longtemps et finalement, je peux quand même pas mal y aller sur le zoom de mon téléphone et les photos restent d'assez bonne qualité. En vidéo, non, par contre. La vidéo zoomée, c'est assez catastrophique, mais en photo, je trouve que ça répond à nos attentes. Comme smartphone, j'ai un Pixel 6 Pro. Je pense que les nouveaux sont encore meilleurs, point de vue photo. Mais bon, je vais pas acheter celui-là qui est en parfait état de marche. Ludo, lui, doit changer son téléphone parce qu'en fait, celui qu'il a, c'est son téléphone pro pour le moment, donc il va devoir le rendre avant de partir. Donc il faudra qu'il en prenne un autre. Il s'est pas encore décidé, on va bien voir. On prendra aussi un disque dur externe pour stocker les photos, pour stocker des films, des livres. On a une petite caméra avec un boîtier étanche, type GoPro, mais ce n'est pas de la marque GoPro, qu'on utilise pour faire des images sous-marines. Donc même chose, on l'avait acheté en 2017 avant notre voyage en Océanie. Ça fonctionne bien, mais ça fait pas des images du siècle non plus. Et on n'a pas envie d'investir en fait dans cet équipement-là, de prendre quelque chose de plus performant parce que dans la vie de tous les jours, force est de constater que ça ne sert pas beaucoup. Et donc, on hésite encore un tout petit peu quand même. Est-ce qu'on la prend ou est-ce que c'est mon smartphone qui servira pour les photos sous-marines? Parce qu'en fait, comme j'ai un petit côté Gaston Lagaffe, mon téléphone tombe souvent. Et donc, jusqu'à présent, j'avais une consommation d'écran assez importante. Vous savez, les petits écrans de protection qu'on colle sur l'écran du téléphone. Bon, mon écran de téléphone est nickel, mais j'ai quand même dû remplacer déjà plusieurs fois en quelques mois la protection. Ça va être pénible de devoir partir avec un petit stock de protection d'écran. Et si au bout de 3 semaines, un mois, il est déjà cassé, j'ai pas envie d'avoir un truc tout fissuré, c'est quand même pas agréable. Donc, je me suis acheté une coque un peu robuste qui est intégrale, quoi. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, ça fonctionne bien depuis que je l'ai. Et c'est censé être étanche. On est censé pouvoir immerger le téléphone jusqu'à 2 mètres sous l'eau. Mais je vous avoue que je n'ai pas encore eu le cran de plonger mon téléphone dans l'eau. J'ai un peu peur, même si c'est censé fonctionner et qu'il y a des tas de gens sur les avis clients qui disent que ça fonctionne. Perso, j'ai un peu peur. Mais donc, on a quand même des pochettes étanches qui permettent de mettre téléphone, carte bleue, etc. Donc, on va en prendre. Ça, on a ça aussi depuis longtemps. On va en prendre. J'ai testé. La fonction tactile du téléphone fonctionne très bien avec la pochette. Donc, voilà, ça fera peut-être ceinture et bretelles, la pochette plus ma coque. Et je me dis, on fera des belles photos sous-marines avec le téléphone du coup. Et on ne prend pas la petite caméra avec son boîtier étanche, ça ferait un équipement de moins. C'est encore en réflexion, je ne sais pas, à mon avis, on verra ça au dernier moment quand on aura rempli nos sacs et qu'on les pèsera. On verra si on prend la petite caméra ou non. Et donc voilà, vous savez au moins notre réflexion. On va prendre une batterie externe, un petit trépied qui fait perche à selfie, du coup, un petit trépied adapté pour les téléphones, des écouteurs, bien sûr, des adaptateurs universels, et voilà. Pour le côté électronique, informatique, je crois que j'ai fait le tour et que je n'ai rien oublié. J'ai eu la question aussi concernant la console de jeu pour les enfants. Est-ce qu'ils en ont une? Est-ce qu'on en prend? En fait, ils en ont pas, les enfants. On est assez vintage, hein, nos enfants, quand ils jouent à la console, c'est sur notre Wii, qui date d'il y a plus de 15 ans. Donc voilà, ils en ont pas, donc il n'y en aura pas en voyage. Pour le moment, sur les tablettes, ils n'ont pas de jeu non plus. On va pas s'interdire d'en télécharger s'il y a besoin, parce qu'on a des longs transports, je sais pas, pour X ou Y raison, s'ils ont envie. Dans l'idée, on part sans jeu informatique électronique pour les enfants. Côté réjouissance de la préparation, on a 2 super projets qui sont en train de se mettre en place. On va participer à 2 actions associatives tout au long de notre voyage. La première, c'est le programme Ambassadeur de United Schools.
Donc je vous en ai déjà parlé en tout cas au micro de Parents Voyageurs, peut-être pas dans les capsules. Mais dans l'épisode 119, j'avais interviewé Stéphane qui est cofondateur de l'association United Schools. Et dans l'épisode 127, j'avais interviewé Aurore du compte Bogota Rangoon qui avait été avec sa famille aussi ambassadrice. Donc, en petit résumé, pour ceux qui ne connaissent pas, United Schools, c'est une association qui a créé un réseau social qui permet de connecter les écoles du monde entre elles. Et sur cette plateforme, les écoles ou les classes, parce que parfois c'est plutôt juste lié à un enseignant et donc il fait vivre le programme avec sa classe. Donc en fait, les élèves participent à des projets qui ont souvent une dimension quand même éco-citoyenne. Et puis ils le racontent aux autres écoles, aux autres classes de la plateforme avec des photos, des petits reportages, etc. Et donc ils prennent des idées les uns chez les autres. Il y a certaines connexions qui se font d'école à école, etc., de pays à pays. C'est assez chouette. C'est un assez vaste réseau social qui regroupe quand même un très grand nombre d'écoles à travers le monde, qui partage et qui promeut de très belles valeurs. Et donc, on va devenir ambassadeur. Donc, ambassadeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire visiter des écoles qui sont déjà dans le réseau de United Schools. Et la visite comme ça de voyageurs permet d'animer un petit peu la vie du réseau. Et sinon, le deuxième volet des missions d'ambassadeur, c'est d'essayer d'intégrer de nouvelles écoles au réseau. Et donc, en fait, pour ça, on prend contact avec des écoles, on les rencontre, on présente ce que c'est United Schools. Et tout ne se fait pas forcément dès le premier rendez-vous. On peut prendre la suite aussi d'autres voyageurs qui ont déjà visité une école et nous, on vient continuer le travail, la présentation, la présence, en gros, la présence physique de ce réseau social, ce qui permet de l'animer et donc d'intégrer de nouvelles écoles. Donc pour le moment, on n'a pas encore eu la formation pour les départs qui se font à la fin de l'été. En septembre, on a une petite formation qui nous permet d'en savoir plus quand même sur les missions de l'asso et puis voilà, nous donner un petit kit de survie quand on visite une école, un guide. Du coup, pour nous, ça sera mi-juillet. On attend ça avec impatience et je vous en reparlerai très certainement. Et puis le deuxième super projet qui se met en place, le deuxième sujet associatif, c'est l'enfant à l'hôpital. Alors l'enfant à l'hôpital, c'est une association qui accompagne des enfants qui sont éloignés de l'école parce qu'ils ont des soucis de santé ou ils ont des handicaps qui les empêchent d'aller à l'école. Donc ça peut être soit sur du très long terme, soit ponctuel sur une année ou quelques mois, est-ce que j'ai compris. Et en tout cas, nous, en tant que voyageurs, en fait, on va écrire un carnet de bord et donc chaque semaine, envoyer notre carnet de bord à des groupes d'enfants, donc des petites classes. Et sur base de nos carnets de bord, ils vont pouvoir déjà voyager avec nous, découvrir à travers nos yeux différents endroits du monde, différentes cultures, etc. Et puis en fonction de ça, leurs enseignants préparent aussi des activités. Donc par exemple, si un jour on gravit un volcan, par exemple, eux, ça leur permet facilement de faire une transition sur qu'est-ce qu'un volcan, l'activité volcanique, etc. Faire aussi des petites expériences. Et donc voilà, tout le programme de l'année scolaire, en fait, de leur année scolaire, s'articule autour de voyages. On est, je crois, entre 10 et 15 représentants de cet asso à voyager dans le monde pour l'année scolaire 2024-2025. Donc, on est super heureux d'avoir été sélectionnés. On a dû présenter notre candidature. On a croisé les doigts très fort et on est super heureux d'avoir été choisis. On va accompagner 4 à 5 groupes d'enfants, je pense. J'ai pas encore toutes les infos non plus. On a eu un contact là très récemment avec une personne de l'association avec qui on a échanger un petit peu sur les modalités. Mais donc là aussi, il y aura une petite présentation, formation qui se fera début juillet. Donc là aussi, on a super hâte d'en savoir plus, de savoir comment ça va se passer et puis d'en savoir plus sur les groupes qui vont nous suivre. Et en fait, ce qui est très chouette aussi, c'est que les enfants, donc du coup, à qui on va raconter notre voyage, vont nous poser des questions. Donc, il y a un véritable échange qui se crée tout au long de l'année. Malheureusement, on part avant leur rentrée et on rentre après la fin de leur année. Donc, il y a quand même peu de chances qu'on puisse se rencontrer physiquement. Mais voilà, on va s'échanger des petites vidéos, des photos, etc. Et donc, c'est super chouette. On va pouvoir bien impliquer les enfants aussi dans ce projet-là, qui vont pouvoir eux aussi, en fait, proposer leur carnet de bord. Ils sont assez partants pour ça et surtout, ils ont déjà très hâte de recevoir les questions en fait des autres enfants. On est hyper enthousiaste par ces 2 projets. Ça va nous sortir un petit peu de notre zone de confort, je dois dire. On a un petit peu d'appréhension, surtout pour United Schools,
où là, voilà, on ne sait pas comment ça va se passer. Pour le moment, on ne sait pas encore grand-chose et je pense que quand on arrive dans une école, dans une classe, peut-être nombreuse, il y a pas mal de timidité qui s'installe, je sais pas trop. On verra. En tout cas, on en saura plus déjà lors de la formation, mais voilà, on a ces 2 projets-là où on a 2 formations qui vont se tenir au mois de juillet, donc on est super impatients. Et puis ça va donner une jolie couleur solidaire à notre voyage. Et on est vraiment très heureux de cela. Alors à côté de ces sujets quand même qui nous enthousiasment beaucoup, il y a quelques sujets un tout petit peu moins rigolos qu'il va falloir qu'on traite là dans les toutes prochaines semaines. Je pense à l'assurance voyage, je pense au sujet carte bleue, parce que nous on n'a que des visas et donc on voudrait quand même prendre une Mastercard. Et donc on ne s'est pas encore renseigné sur ça. Voilà, il faut qu'on s'en occupe. Point de vue budget, j'ai toujours pas finalisé ce que j'étais en train de faire et que je vous expliquais dans la dernière capsule, c'est-à-dire un petit tableau qui croise pas mal de sources différentes pour les budgets par pays, pour les familles. Donc rien n'a bougé depuis la dernière capsule. Donc je pense que ça serait quand même intéressant d'affiner un petit peu le sujet avant le départ. Bon, bien sûr, on a une idée dans les grandes lignes, hein, c'est pas dramatique si j'arrive pas à quelque chose de plus précis avant le départ. On a suffisamment d'informations quand même, mais malgré tout, j'aurais bien voulu quand même croiser un petit peu plus les informations qu'on a pour être sûr qu'on est dans les bons rails. Sujet un petit peu moins marrant aussi, et ça se voit qu'on traîne des pieds, c'est les petits travaux dans la maison qu'on avait dit qu'on ferait. On va les faire, hein. On va les faire, mais bon voilà, il faut qu'on s'y mette, il faut qu'on se donne un petit coup de pied aux fesses pour s'activer. 2 sujets vont devenir un tout petit peu urgents quand même. C'est les réservations pour notre premier pays. Donc, je vous l'avais dit, ça sert à rien de faire du suspense. On commence notre voyage en Indonésie. Le week-end dernier, je pense que je suis arrivée à faire un itinéraire qui nous convient. J'ai présenté ça à Ludo. On est plutôt alignés, plutôt content de ce qui nous attend dans ce pays. Mais on ne s'est pas encore penché vraiment dans le détail de où est-ce qu'on loge. On va avoir peut-être des activités aussi à réserver, ou du moins il faut que je demande des devis, je pense, pour voir un petit peu. Point de vue transport, j'ai l'impression qu'on devra réserver sur place. Ça sert à rien de se précipiter, mais juste peut-être un petit peu les logements, même si on réserve pas tout. Enfin évidemment, je pense qu'on va pas tout réserver pour un mois, parce que j'ai prévu aussi un peu des temps de latence, ou en tout cas des moments où si ça nous plaît pas, on pourra accélérer, enfin aller à l'étape d'après sans problème. Si ça nous plaît plus, je sais ce qui va squeezer un petit peu. Si on va un petit peu plus vite, je sais ce qu'on a envie d'ajouter. Donc voilà, il y a plusieurs alternatives qui sont déjà prêtes en fonction de notre rythme de voyage, de comment on va se sentir pour ce premier mois. C'est assez difficile de se projeter dans tout ça. Je ne sais pas encore la place que va prendre le travail, la place que va prendre l'école. Est-ce qu'au début, on sera un petit peu fatigué des dernières semaines de préparatifs et on aura envie d'être un peu plus cool? Ou au contraire, on sera galvanisé par l'excitation du voyage et on va partir sur un rythme assez dense de visite et tout ça? Je ne sais pas comment on sera, donc j'ai prévu des petites modulations. D'ailleurs, au sujet de l'Indonésie, je vous avais dit la dernière fois que on pensait peut-être se faire vacciner contre l'encéphalite japonaise là-bas. Parce qu'ici en France, ils nous avaient pas spécialement poussé à le faire, que c'est hors de prix et pas toujours disponible. Et donc on ne l'avait pas fait là au centre de vaccination international. Et j'avais lu plusieurs endroits qu'on pouvait le faire, notamment en Indonésie. Depuis la dernière capsule, j'ai eu contact avec Caroline. Alors Caroline est une serial expat qui avait été interviewée par Émilie dans l'épisode 115 du podcast. Et il se trouve que Caroline est infirmière et qu'elle a travaillé plusieurs années en Indonésie. Et globalement, elle m'a plutôt déconseillé d'aller nous faire vacciner là-bas, dans un hôpital indonésien. En gros, tant que possible, il vaut mieux éviter les soins en Indonésie. C'est pas au standard occidental. Donc, forcément, ce genre d'informations de première main nous pousse à nous remettre en question. Et finalement, comme le médecin du centre de vaccination international n'a pas du tout poussé pour qu'on se fasse vacciner contre l'encéphalite japonaise, peut-être qu'on va pas le faire. Ou peut-être qu'on le ferait en Thaïlande, où là, j'ai vu pas mal de témoignages qui disaient qu'il avait fait là-bas, que c'était super bien passé. Donc, je sais pas. Sujet qui n'est toujours pas décidé. Et sinon, ce qui va devenir aussi un petit peu urgent quand même, c'est d'acheter l'équipement. Eh oui, parce que nous, on fait des listes, mais on n'est toujours pas passé à l'action. J'avais un autre truc à faire, là, il y a pas longtemps, je suis retournée à Decathlon
Et du coup, je suis repassée dans le rayon voir les sacs qu'on avait repérés, nos fameux sacs valises de 40 litres. Eh bien, ils m'ont semblé toujours très bien, mais quand même un petit peu plus petits que dans mon souvenir. Donc bon, à voir. On est toujours sur cette idée de partir avec 4 fois 40 litres. On a une petite liste d'équipements. Notamment, je pense que Decathlon va être notre fournisseur officiel. Et j'ai commencé à regarder aussi à la ressourcerie chez nous. Là, le week-end dernier, on a trouvé un short pour Ludo. On a trouvé des t-shirts respirants là pour les enfants et pour Ludo aussi. On a trouvé 2 paires de chaussons de mer. Donc ça, c'est top. On est 3 personnes sur 4 à être équipées en chaussons de mer de seconde main. Je vous raconte pas les économies qu'on fait, c'est top. Mais donc voilà, j'ai commencé à regarder des petites chaussures Vinted aussi. Il va falloir qu'on s'active un petit peu. Départ dans 79 jours. On quitte la maison dans 73 jours. D'ici là, on a quand même plusieurs fêtes de départ qui vont arriver très vite parce qu'on fait des petites fêtes avec des copains plutôt sur le mois de juillet avant que tout le monde parte en vacances un peu partout. On a organisé plusieurs fêtes avec plusieurs cercles d'amis. Les enfants aussi font des fêtes séparées, etc. Enfin bref, ça va être la fiesta en juillet chez nous. J'espère qu'il va faire beau, qu'on pourra faire la fête dans le jardin. Ça serait super chouette. Mais bon, voilà, en tout cas, le programme de juin et juillet est absolument overbooké. Et finalement, heureusement qu'on ne part que fin août. C'est pas si mal, ça. Juste avant de vous quitter, je voulais vous donner des petites nouvelles d'Émilie, qui quitte l'Espagne cette fin de semaine. Donc, Émilie, elle est un peu moins présente par ici la dernière semaine. Mais on la comprend, elle a quand même des bonnes raisons. Il quitte Madrid fin de semaine et il s'envole pour l'île Maurice dans moins d'1 mois maintenant. Donc bientôt, il y aura des nouvelles capsules sur le départ pour l'île Maurice. Restez connectés. Moi, je vous dis à très très bientôt. La semaine prochaine, nouvelle interview. Ça sera aussi avec Rose. Je vous l'avais annoncé à la fin de notre précédente interview. Un nouveau sujet aussi. Je vous en dis pas plus. Ça va être un épisode très très intéressant une nouvelle fois. Je vous remercie pour tous vos retours, pour vos écoutes, pour tous nos échanges. C'est super chouette et je prends de plus en plus de plaisir à vous partager nos aventures. Allez, à bientôt. Ciao. Retrouvez nos interviews de parents voyageurs un mercredi sur 2. On y parle tour du monde, bien sûr, mais aussi expatriation, vie nomade et slow tourisme, entre autres. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast Parents Voyageurs sur votre plateforme d'écoute préférée. Retrouvez-nous sur le blog parents-voyageurs.fr et sur les réseaux sociaux. Pour suivre notre tour du monde, je vous retrouve sur Instagram, sur le compte Nous 4 et le monde, en toutes lettres et avec un point entre chaque mot. À bientôt!